coup, maintenant qu'on vous a convaincu de l'importance d'avoir des datas, de savoir les traiter, de savoir les visualiser, moi, je vais vous parler d'un point qui est très important dans cette chaîne de valeur, et ça, c'est la sécurité des datas. Donc, je m'appelle Anne-Marie Haute, je représente Pilgrim Technologies et notre métier, c'est d'accompagner les sociétés qui en ont besoin majoritairement dans l'industrie en leur fournissant des solutions sur des bases de drones ou de robots pour leur permettre de répondre à des problématiques spécifiques. Et pour illustrer le propos d'aujourd'hui sur la sécurité des datas, on a décidé de l'aborder par le biais d'un projet, d'un programme de développement qui a débuté en septembre dernier, qui s'appelle Airport 2020 et qui regroupe donc notre société puisqu'on est porteur, mais également Terminal Grand Ouest, le PASCA et le laboratoire LEMNA. Donc on peut passer à la slide suivante. Donc, ce programme Airport 2020, c'est un super cas d'usage de besoin de collecte de données et de traitement de ces données, puisque l'objectif pour Terminal Grand Ouest, c'est d'être capable de faire un inventaire automatique en utilisant une plateforme autonome. Concrètement, leur besoin, c'est de connaître la position des conteneurs sur leur site en temps réel et en plus d'aller faire des relevés de température sur certains conteneurs sous température dirigée de façon à ce qu'il n'y ait pas de perte dans leur marchandises. On va pouvoir passer à la slide suivante. Slide suivante. Merci. Donc, pour réussir à faire cette mission-là, la captation de toutes les données, on est parti sur l'idée de le faire avec un drone. Ce drone, donc, c'est un appareil avec un certain niveau d'autonomie qui est en lien avec une base au sol, qui elle-même est reliée à des capteurs météo, mais aussi à Internet, et ce pour des besoins de suivi, de maintenance, de partage de l'information. À bord de notre machine autonome, du drone, un peu trop vite, on a une intelligence artificielle qui fait un pré-traitement des données. Donc là, comme vous le voyez un peu sur le schéma, c'est-à-dire qu'elle va commencer par différencier les conteneurs, créer une capsule dans laquelle elle va mettre l'identification du conteneur, puisqu'elle va aller lire le nom, enfin les numéros d'immatriculation des conteneurs, et l'associer à deux types de données, donc à nouveau deux types de data, une qui est collectée à bord du drone, qui est les coordonnées X, Y, Z du drone à un instant T, et aller chercher d'autres informations qui sont issues de la caméra et qui concernent les paramètres de position de la caméra. Une fois que l'AI a encapsulé toutes ces petites données, elle les transfère à la base au sol et la base au sol va transformer cette capsule de data en une cartographie 3D en refabriquant en fait un modèle 3D du site où on va pouvoir retrouver les coordonnées de chaque conteneur et éventuellement l'information température. Là maintenant, on peut passer à la slide suivante. Je vous ai synthétisé ici la partie vol du drone. Donc, à savoir que là, nous, on est parti sur un drone, mais ça fonctionne avec tout type de plateforme plus ou moins autonome de type robot. On aura le même type de problématique, par exemple, avec des AVG ou alors avec des robots de tout type, en fait. Ici, sur ce schéma, on se rend compte que des liens entre les différents éléments, il y en a beaucoup, à commencer du coup par le lien entre le drone et sa caméra, puisque là, vous avez un premier système de lien pour que le drone éventuellement puisse donner des ordres à la plateforme qui tient les caméras ou à la caméra elle-même. Ensuite, ce drone, il est en lien avec deux choses. Il est en lien d'un côté avec sa base au sol, c'est-à-dire en fait un ordinateur, mais également avec une radiocommande. Pour des raisons de sécurité, il est important de ne pas avoir un seul lien pour piloter le drone ou pour éventuellement reprendre la main dessus. Et donc, du coup, vous avez deux types de liens différents. Ces liens, en général, on utilise plutôt des liens radio avec différents types de fréquences, mais normalement, la sécurité nous imposerait d'avoir une redondance.
Et une redondance, ça veut dire avoir un autre système qui permette les mêmes fonctionnalités, mais qui ne soit pas basé sur la même technique. Donc, il ne faudrait pas que ce soit de la radio. De plus en plus, on va utiliser du GSM, par exemple. Donc, c'est plus ou moins un système différent que celui de la radio. Maintenant, on est bien d'accord que ce sont quand même des systèmes très proches. Et du coup, si vous êtes capable de perturber un des systèmes, il est fort probable que vous perturberez le deuxième. Et donc, afin de sécuriser les vols, vous verrez tout à l'heure qu'on utilise d'autres systèmes qui seront internes au drone et qui permettent de contourner ou de choisir des scénarios d'action quand on rencontre un problème de perte de signal. Sur la slide suivante, on peut voir quelques exemples. Donc, à gauche, de quand tout va bien, il y a un signal montant, un signal descendant, tout se passe bien. Et puis, sur la slide de droite, eh ben, on se rend compte que ce système peut être très perturbé. Alors bien sûr, pour que le système puisse se rendre compte qu'il est perturbé et qu'il a un problème, cela impose au moment où vous avez conçu votre système de lui mettre des solutions de surveillance de son réseau, de la qualité de son réseau, de l'intégrité de ce réseau, pour que le système lui-même puisse se rendre compte qu'il y a une défaillance. On est d'accord que là, si on part sur un système qui est basé sur des drones du commerce, on n'aura pas ou peu ce type de sécurité intégrée à votre drone, et donc potentiellement plus de risques. L'origine du problème, il peut être malveillant. Donc là, on peut avoir des problématiques de gens qui vont essayer de prendre la commande, donc c'est ce qu'on appelle du hacking. Donc ils vont scanner la bande pour chercher sur quelle fréquence communiquent le sol et le drone, et ils vont essayer de remplacer votre signal par le leur. L'objectif dans ces cas-là, c'est de prendre la main sur l'appareil. C'est pas si simple parce que heureusement les communications sont quand même un minimum cryptées, mais c'est complètement possible malheureusement. Le problème, c'est que la malveillance n'est pas forcément le seul problème qui peut arriver à vos connexions. Il y en a un autre, et par exemple, la coactivité sur votre site peut être à l'origine d'une perturbation du transfert des données, avec donc du coup un risque de détérioration de l'info, de perte de paquets, ou pire, de perte du robot, qui s'il vole, bien sûr, peut finir par tomber. On va prendre tout simplement l'exemple sur notre site d'un pont roulant ou d'une grue qui peuvent utiliser des radiocommandes sur les mêmes fréquences que le système, ou alors d'un système qui va être juste suffisamment proche pour perturber la connexion. Et donc, c'est pour ça qu'on propose des stratégies de contournement et de surveillance du système de façon à ce qu'il détecte quand il est perturbé, donc soit hacké, d'un point de vue malveillant, soit ce qu'on appelle jammé. Et là, dans ces cas-là, c'est une perturbation qui va vous empêcher de réaliser la connexion correctement, mais qui peut être issue de signaux d'autres appareils qui évoluent autour. Ces systèmes de sécurité que l'appareil va avoir en mémoire, ce sont des scénarios types et qui vont lui permettre de choisir une réaction appropriée quand il détecte un signal perturbé, abîmé ou inexistant. Globalement, on va programmer alors soit le robot, soit le drone, pour qu'en cas de problème de ce type-là, il va savoir quoi faire. Alors la première stratégie sur un drone ou un robot, c'est tout simple, c'est on reste sur place et on se déplace dans un petit rayon de 2 mètres pour voir si on est capable de restaurer sa connexion. Ça, c'est la première option.
La deuxième option, s'il n'y arrive pas, il va se dire que dans ces cas-là, il va aller vérifier les autres fonctions vitales de son système, par exemple la batterie, pour voir s'il est capable de terminer de façon autonome sa mission, celle que vous lui avez confiée. Et s'il se rend compte qu'il n'est pas capable de le faire, alors à ce moment-là, il va la terminer selon plusieurs choix que vous aurez programmés à l'avance. Soit il se pose là où il est, soit il rentre à sa base pour aller chercher du rechargement. Donc ça, c'est dans le meilleur des mondes et c'est dans l'esprit où on n'a pas été hacké, où là, le système, s'il détecte qu'il a été hacké, va avoir une réaction probablement plus brusque, c'est-à-dire il va terminer son vol ou sa mission, c'est-à-dire qu'il va se poser, il va s'éteindre, ce qui reste encore la meilleure façon d'arrêter une tentative de prise de contrôle, ou alors, de façon malheureusement plus dramatique, si la prise de commande se fait, on va utiliser ce qu'on appelle un kill switch, et ça c'est un bouton un peu magique, le doigt de Dieu on va dire, qui est capable quand on l'actionne de tuer le robot de façon à ce qu'il ne commette pas d'action qui pourrait être problématique pour la sécurité des gens autour. Ça coupe tout. Donc forcément, quand on parle d'un drone, le problème c'est qu'il va tomber là où il est. Et donc il va falloir prévoir d'autres systèmes pour vérifier qu'au moment de la chute, l'impact ne soit pas trop violent pour endommager ce qui se passe autour. Donc ça, c'est le premier gros problème d'utiliser des plateformes déportées autonomes ou automatiques. Vous l'avez compris, c'est qu'elles peuvent être piratées, elles peuvent perdre le signal, ce qui va perturber leur fonctionnement, ou alors perturber tout simplement le transfert de la donnée. Alors du coup, ce transfert de la donnée, on va voir à quoi il ressemble sur la slide suivante. Et comme pour bon nombre d'autres questions qui sont liées aux technologies de l'information, le problème commence par les silos. Aujourd'hui, les données, elles se déplacent fréquemment et ça augmente les problèmes de sécurité. Pour le moment, tous ceux qui sont impliqués dans la gestion et le traitement de data, les opérateurs de réseau, les fabricants de matériel, les éditeurs de logiciels cloud, ont tous leurs propres techniques pour sécuriser la petite partie de la chaîne de valeur des infos dont ils ont le soin. Mais ils vont rarement plus loin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas actuellement de politique qui va imposer un système uniforme pour sécuriser les datas. Et cela devient un réel problème à l'heure où l'environnement mondial des données gagne en complexité. Alors, on assiste à l'essor de systèmes embarqués, d'apprentissage automatique, d'analyse en temps réel, qui peuvent tous être dans des systèmes beaucoup plus complexes encore, comme des voitures ou tout simplement les drones dont on parle depuis tout à l'heure. Et en fait, plus il y a d'étapes dans le transfert des données, plus il y a de risques d'infiltration de gens extérieurs dans le système et donc malfaisants, on va dire. Et plus il y a aussi des risques de perte tout simplement de système pour des raisons de panne ou d'interférences extérieures. Donc, pour fournir aux clients un environnement le plus fiable possible, bien le fournisseur du secteur de la sécurité doit absolument garder une longueur d'avance et gérer la manière dont les entreprises mettent en œuvre leur techno. Ou alors imposer une stratégie et une façon à laquelle tous les opérateurs vont devoir se plier pour essayer de sécuriser le plus possible le système. Alors, si on revient un peu sur le zoom du traitement de données, on se rend compte que vous allez avoir des problématiques au moment de la captation, au moment où vous allez charger donc les informations du vol dans votre robot ou dans votre drone. Ça, c'est la première partie qui peut être un souci. Donc, c'est entre le petit rond 1 et le petit rond 2. Après, pendant le vol, vous risquez effectivement encore des problèmes de perturbation, de perte de data.
Une fois que votre drone est revenu et qu'il va vous rendre les données et qu'il va vous les restituer, eh bien là aussi, vous pouvez avoir des pertes de données et des problématiques d'interférence ou de malveillance. Ces données, une fois que vous allez les avoir chargées, probablement, vous allez vouloir les traiter. Et actuellement, la plupart du temps, l'ordinateur sur lequel vous avez déchargé vos données, ce n'est pas forcément le serveur sur lequel vous allez les traiter. Et pire encore, souvent, votre serveur, il est en cloud. Donc, ça veut dire que là, en plus, vous allez basculer sur un système Internet. Et enfin, une fois que les datas ont été traitées, elles doivent vous revenir de façon à ce que vous puissiez les utiliser. Donc, c'est ça qu'on appelle des silos, en fait. Chacune de ces opérations fait appel à des technos différentes, à des stratégies de sécurisation différentes. Et vous voyez qu'au final, quand vous êtes l'utilisateur de l'intégralité du système, vous êtes confronté à au moins 6 niveaux d'action et de transformation de votre data, 6 niveaux avec à chaque fois donc 5 opérations de transfert qui potentiellement peuvent être un problème. Et encore, je me suis arrêtée là. Vous pourriez être amené à distribuer après cette donnée à plusieurs personnes au sein de votre entreprise pour qu'ils puissent l'utiliser. Et donc là, vous auriez un 7e silo et donc un 6e moment de transfert de données pendant lesquels vous prenez des risques. Sur la slide suivante, c'est donc du coup un graphique très général de ce qu'on peut mettre en œuvre pour protéger des données. On est reparti de quelque chose que tout le monde connaît ici, c'est le RGPD, et tout le monde le connaît parce qu'on est tous obligés de l'appliquer sans forcément se rendre compte de tout ce que ça peut impliquer en termes de sécurité de la donnée, parce que souvent on abdique et on se réfère à la sécurité qui est garantie par un fournisseur ou un autre de services. Ça va être notamment le cas avec toutes les solutions en cloud, où ce n'est pas vous-même qui vérifiez que les politiques et les procédures de transfert sont conformes avec la sécurité de base ou même celle de votre entreprise. Vous allez plutôt faire reposer cette responsabilité sur votre prestataire. Et là, c'est vrai que quand on regarde ce graphique général, on se rend compte que ça reste très très complexe, qu'il y a beaucoup de points à aller traiter, des points pour lesquels en interne, vous n'avez pas forcément un spécialiste à chaque niveau. Et donc, moi, je vais juste vous donner quelques petites clés sur la slide suivante qui vont vous permettre d'appliquer le mieux possible ou dans le plus de possibilités possibles, d'appliquer une vraie stratégie de sécurisation de vos données. Justement, Anne-Marie, une question un petit peu qui rejoint cette thématique, qui est posée sur est-ce que les dirigeants finalement d'entreprise sont suffisamment matures pour aborder en fait ces questions de sécurité qui sont complexes. Et donc, est-ce que toi, tu préconises quelque chose pour se sensibiliser ou pour avancer dans la bonne direction? Tu vois, ça fait la transition avec ce que tu vas dire. Alors, la maturité des dirigeants, j'espère qu'elle est là parce que le RGPD, par exemple, qui est vraiment extrêmement axé sur la sécurité des datas et leur protection, est en place depuis maintenant quelques années. Et donc, chaque entreprise doit l'appliquer et il revient aux dirigeants de vérifier que ça se fait correctement. Donc, normalement, tout le monde devrait être en tout cas au courant que c'est très sensible, que c'est important, que c'est indispensable. Maintenant, c'est ce que je vous disais à la slide d'avant, tout le monde ne peut pas être spécialiste de chacun des points qui doivent être vus pour mettre en œuvre une stratégie efficace et déployer les bonnes actions pour essayer de sécuriser sa data. On peut voir cette stratégie-là exactement comme on va traiter le document unique dans l'entreprise. Ça, c'est
normalement aussi quelque chose qu'un chef d'entreprise sait gérer, ou en tout cas des gens dans son entreprise. Et l'approche de la sécurité, elle doit se faire de la même manière. On va commencer par une approche qui doit être systématique et on va aller analyser la totalité du système. On va commencer par avoir une vue d'ensemble du système et à partir de là, on va aller zoomer étape par étape, un peu comme je vous l'ai montré sur le schéma avant où on avait positionné 6 silos de transfert de data, en fait, de moments où la data est manipulée. Et on va aller zoomer sur ces étapes de transmission pour vérifier qu'à chaque fois tout se passe bien. Et là, vous allez retrouver une série de mots que vous avez vus dans la présentation d'avant, donc comme quoi on est un peu tous d'accord sur la façon de faire. Et les règles d'or, moi je les monte à 6 et c'est elles que l'on doit appliquer et si possible dans cet ordre-là. C'est-à-dire qu'on commence par évaluer la globalité du système, évaluer, c'est-à-dire aller déterminer nos différents silos, c'est-à-dire tous les moments où la data va être manipulée. On va être capable de tout identifier, c'est-à-dire pas seulement qu'est-ce qu'on transfère, mais comment on le fait, qui le fait, pourquoi il le fait, de quelle façon il le fait. Une fois qu'on aura réussi à répondre à ces questions-là, donc à bien identifier chacun des silos, on va pouvoir commencer à réfléchir à les protéger indépendamment. Par exemple, un PC qui n'a pas de raison a priori d'être sur Internet et qui détient une data sensible n'est pas connecté au réseau Internet. C'est encore le meilleur moyen de protéger un réseau d'ailleurs. Après, si vous utilisez des ordinateurs, il va falloir aller vérifier qu'ils sont protégés, qu'eux-mêmes sont derrière un pare-feu, qu'ils sont équipés avec des antivirus, que la personne qui l'utilise est formée au risque, par exemple au risque de cliquer sur un lien malveillant, donc le phishing, parce qu'un simple phishing à un bout de la ligne peut aller mettre en péril une opération avec un robot sur une zone dangereuse quelques semaines plus tard, puisqu'en fait, dès que vous laissez une porte ouverte sur un système global, vous mettez en péril potentiellement chaque élément et donc chaque silo en fait de votre système. À savoir que si l'acte est malveillant, ce n'est pas forcément la porte d'entrée qui est visée par la personne, mais peut-être une action beaucoup plus lointaine ou au contraire, il va se tenir très discret pour que vous ne remarquiez pas qu'il est là pour aller chercher des informations beaucoup plus pointues. Donc, c'est très important de se protéger. Et donc, pour pouvoir bien se protéger et fermer un maximum de portes, eh bien, il faut avoir identifié toutes ces portes avant. Détecter, et ça c'est au moins aussi important parce que, comme je vous le disais il y a quelques secondes, si le problème vient d'une malveillance, la personne malveillante ne va pas forcément vous indiquer qu'elle est là. Au contraire, probablement qu'elle se tiendra très discrète dans un coin de façon à pouvoir récupérer de l'information ou utiliser votre réseau et le serveur que vous-même vous utilisez. Et donc, en profiter pour vous voler un maximum d'informations. Donc, c'est très important de surveiller son réseau, de l'auditer régulièrement pour détecter éventuellement de nouvelles failles. Réagir, c'est-à-dire si jamais vous détectez quelque chose, eh bien, il faut avoir une stratégie toute prête, il faut déjà savoir ce qu'il va falloir faire, c'est-à-dire isoler le problème le plus rapidement possible, le nettoyer ou le réparer avant de remettre et de rouvrir les portes entre les différents silos. Et enfin, récupérer, parce que malheureusement, il y a toujours un risque de perte d'informations, que ce soit malveillant ou accidentel. Et donc, l'une des meilleures façons de se protéger d'un accident de ce type qui pourrait être très problématique pour votre société, c'est d'avoir des sauvegardes, tout simplement pour être capable de récupérer les données le plus rapidement possible, ou alors de la redondance, comme je le disais tout à l'heure sur les systèmes de radio de communication entre le robot et sa base au sol, qui vous permettent d'avoir non pas un canal, mais deux qui sont côte à côte, et comme ça, si on en perd un, on a toujours le deuxième pour récupérer l'information. On est d'accord que ces règles d'or, quand on est une entreprise, elles s'appliquent à vous-même, mais elles s'appliquent aussi à tous vos sous-traitants.
à tous les C'était gens. la question. Là encore, j'ai une question qui est apparue, qui est D'accord. effectivement comment on gère l'accès aux données pour les sous-traitants ou éventuellement le personnel intérimaire, par exemple. Donc, c'est la question là qui est posée, effectivement. Et c'est tout à fait stratégique parce que malheureusement, ce que vous pouvez très facilement imposer à votre personnel en interne doit être également imposé à tous les gens qui interviennent. Tout simplement parce que ils vont avoir accès, ils vont rentrer sur votre système et donc il faut veiller à ce qu'ils soient au même niveau de sécurité que vous. Nous, on travaille beaucoup pour beaucoup de grands groupes et ces grands groupes, eh bien, ils nous imposent tout simplement un certain niveau de sécurité. Ça peut être certaines sociétés qui vont nous dire bah, on veut que que vous soyez masé, par exemple, ou que vous répondiez à telle norme. Dans le même esprit, vous pouvez imposer une charte à vos sous-traitants, surtout s'ils rentrent dans votre système pour vérifier que eux-mêmes ont fait toute l'analyse de risque liée à l'usage de leurs différents transferts de data pour être sûr qu'ils ne vont pas contaminer votre système à vous. Ça, c'est la première option. La deuxième, c'est de leur fournir un accès limité et contrôlé, donc avec un réseau bis, on va dire, qui leur permettra de n'accéder ou de ne livrer que les datas dont ils ont réellement besoin, sans pour autant qu'il y ait justement un passage d'un silo à l'autre et donc qu'ils ne puissent pas aller accéder à des informations qui seraient plus sensibles pour vous et auxquelles ils n'ont pas de besoin d'accéder. Ou alors tout simplement, vous pouvez décider qu'ils n'ont pas un accès direct, mais mettre en place un tampon, on va dire, donc un silo intermédiaire que vous allez contrôler et qui ferait une sorte d'entonnoir d'entrée des informations de vos sous-traitants vers votre système à vous, une sorte de purgatoire avant d'accéder au paradis. Où vous allez traiter les données et vérifier qu'aucune d'entre elles n'est corrompue ou ne risquerait de corrompre vos propres informations, en fait. Donc voilà, ce sont vraiment les règles d'or qu'il faut que vous appliquiez. On est vraiment exactement sur le même principe que celui que vous connaissez déjà d'analyse de risque toute simple, évaluer, identifier, protéger, détecter, réagir, récupérer. C'est la base qui va vous permettre d'intégrer des systèmes un peu complexes de transfert de data et même quand bien même un système non complexe est déjà un système potentiellement faillible, dangereux et, euh, et, euh, et, et sensible, du moment que vous transférez une data d'un silo à un autre, c'est-à-dire de votre téléphone à votre ordinateur portable, de votre ordinateur portable au serveur de l'entreprise, ou même tout simplement d'un email d'un autre ordinateur à votre boîte mail sur votre ordinateur. À chaque fois, on est sur des silos différents et donc à chaque fois sur de la prise de risque. Et donc le meilleur moyen d'éviter que ça arrive, c'est de l'avoir analysé et prévu en avance et d'avoir les stratégies de développement prêtes pour ça. Donc, comme vous le voyez, les actions et les stratégies ne sont pas forcément appliquées par des professionnels de la sécurisation de la data. La sécu, elle commence par chaque personne, tout comme la sécurité en entreprise pour les gens. La sécurité des data commence aussi avec chacun des salariés de l'entreprise ou des intervenants extérieurs de l'entreprise. Merci. Voilà, j'espère que j'ai été claire. J'ai tenu le délai, en tout cas. Merci beaucoup, Anne-Marie.